parie quoi ce soir? T'as vu ce but hier? Au sommaire du Before Foot aujourd'hui, l'OM qui réalise son premier gros coup sur la courte avec l'arrivée de Rudy Garcia juste avant d'affronter le PSG dimanche soir. Que peut-il apporter? On en parle tout de suite avec toute la team. On est également en Espagne avec un week-end très chargé en Liga. Les gros n'auront pas la tâche facile. Décryptage de toutes ces rencontres avec notre spécialiste espagnol, sans oublier les points chauds des autres championnats européens, le quiz et bien d'autres choses encore. C'est tout de suite, c'est dans le Before Foot. Bonjour à tous, le Before Foot fait son grand retour aujourd'hui avec beaucoup de nouvelles choses. Et des nouveaux chroniqueurs aussi autour de cette table, parmi eux Nicolas Dino. Salut Nico. Salut Benjamin. On a aussi un autre petit nouveau, un Valenciennois, Lucas D'Angreo. Salut Benjamin. Après, il y a les habitués, ceux que vous connaissez tous, notre spécialiste du football espagnol. Salut Benjamin, salut à tous. C'est Mickaël Barlerin, voilà, je vous le présente. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, pour cette reprise, un invité de marque, Stéphane Bitton, bonjour. Bonjour. Alors on va avoir besoin de votre œil d'expert aujourd'hui, notamment en ce qui concerne le Classico de dimanche. Mais avant cela, on ouvre le Before Foot avec une nouvelle rubrique, c'est l'édito de Nico. C'est lui le boss de l'équipe et ça joue mal, vraiment pas terrible. Et donc l'info de ces dernières 24 heures, c'est la nomination de Rudy Garcia sur le banc marseillais. Nicolas Dino. Je vous ai compris! Enfin, c'est un peu ça pour Franck McCourt. À peine arrivé et déjà un premier joli coup pour le nouveau propriétaire de l'OM. De quoi redonner un peu de sourire aux supporters marseillais. Vous me direz, Rudy Garcia, il n'a gagné qu'un titre de champion et une Coupe de France. Et en plus, avant que le PSG version Qatarine soit là. Pas faux, mais il a lancé Hazard, fait exploser Cabaye et mis Gervinho dans la cour des grands. Il a tenu plus de 2 ans sur un banc, là où certains n'ont fait que quelques semaines. Ouais, mais Rekik et Rolando restent Rekik et Rolando avec ou sans Rudy Garcia. Pas faux, là encore, mais est-ce que l'OM veut réellement construire une équipe avec les joueurs actuels? L'arrivée d'un entraîneur, c'est une simple logique. Commencer par le commencement. Et pour cela, Garcia, qui a fait briller Le Mans, fait couronner le LOSC et replacer la Roma parmi les grands d'Italie, me semble bien placé. Garcia ne sera pas El Loco. Garcia est pourtant parfois exubérant. Maître en communication, il peut en abuser. Clivant aussi, comme à la Roma, avec certains joueurs, ou au LOSC avec Xavier Tuilot, le directeur sportif, mais d'ailleurs ce n'est pas cela que recherche l'OM. Est-ce que c'est cela que recherche l'OM? Stéphane Bitton, d'abord première question, est-ce que Rudy Garcia c'est l'homme de la situation à Marseille? Je crois qu'aujourd'hui, n'importe qui aurait été l'homme de la situation, puisque effectivement, comme ça vient d'être dit, cette équipe est totalement à reconstruire, ce club est à reconstruire, changement de propriétaire, changement d'actionnaire, changement de président, et naturellement, évidemment, comme on vient de le dire, changement d'entraîneur, c'est la première brique de la reconstruction du club. Ce sera long, évidemment, il faut espérer qu'on laissera le temps à Rudy Garcia. On peut dire que c'est le premier gros coup de l'OM. De fait de la tirer. Oui, évidemment. Je crois que le changement de propriétaire date de lundi, donc ils ont été très vite. C'est surtout que ça s'est fait dans l'ombre et qu'on ça a voilà, pas profité. Évidemment, quoi, donc, ça prouve en tous les cas que l'actionnaire, voire le nouveau président, ont envie de faire des choses rapidement, d'envoyer des signes forts aux supporters. On sait qu'à Marseille, il faut aussi gérer les supporters. Quand ils ne sont pas là, ça devient très compliqué. Et quand ils sont là, des fois, c'est compliqué aussi. Donc, en tous les cas, il faut envoyer des messages. Et ce message-là, c'est un premier message qui, effectivement, est intéressant pour la suite. Lucas, tu voulais réagir? Tout Rudy Garcia qu'il est, il arrive avec une équipe de Marseille qui est à construire dans le jeu aussi, et avec les joueurs, c'est des joueurs qui ne sont pas au top de leur forme. Il va avoir le temps quand même, là, parce que son équipe, il va la faire peut-être ce mercato d'hiver, mais surtout le mercato d'été prochain. D'ici là, il va falloir faire avec ce qu'il a à Marseille. Il va avoir le temps. Il va prendre la suite de ce qu'a fait Franck Passy. De toute façon, effectivement, vous avez raison, le matériel reste le même, au moins jusqu'au mois de décembre. Alors après, évidemment, je pense qu'il faudra un coup un peu fort aux alentours de janvier pour montrer qu'on ne traverse pas toute la saison avec la même équipe maintenant qu'il y a de nouveaux actionnaires. Mais évidemment, il faudra reconstruire à partir de l'été prochain. Donc oui, c'est bien qu'il y ait un changement, c'est un signe un peu fort. Je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard que ça arrive juste avant le Classico de dimanche. Justement, le Classico, oui, on va y dire, mais la question qu'on peut se poser, est-ce que on peut pas se dire que Marseille, au final, ils n'ont pas un coach qui est inférieur à Unai Emery? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire vraiment que Unai Emery est supérieur à Rudy Garcia? Est-ce que Rudy Garcia n'aurait pas été mieux sur un banc comme le PSG? Qu'est-ce qui peut nous faire dire aujourd'hui que Emery est meilleur que Rudy Garcia? Mais rien ne fera dire rien tant que les résultats ne sont pas là. Voilà. Donc Unai Emery, pour l'instant, il a fait ses preuves avec Séville. Il n'a pas encore fait ses preuves au Paris Saint-Germain, désolé de vous le dire. Et Rudy Garcia a fait ses preuves à Lille.
Il s'est plutôt pas trop mal débrouillé à la Roma. Maintenant, à lui de gagner des titres avec Marseille. Et il n'y a que ça qui fait qu'aujourd'hui, on puisse dire qu'un entraîneur est bon ou pas. Si on parle d'Ancelotti, si on parle de Guardiola, si on parle de Mourinho, c'est surtout et d'abord parce que ces entraîneurs-là ont eu beaucoup de résultats. Rudy Garcia peut faire rester la Sanadiara ou pas. Le dossier de la Sanadiara Après, est un dossier un peu ça particulier. dépend Ça dépend effectivement de comment il va pouvoir régler cette fameuse amende qui lui est tombée dessus malencontreusement ou à la suite de son comportement. Je suis pas sûr que de toute façon la Sanadiara soit la pierre angulaire du prochain projet de l'Olympique de Marseille. Et d'ailleurs, à ce poste-ci, il y a peut-être un joueur qu'il va falloir suivre dans les prochaines semaines, c'est William Vainqueur, qui est débarqué à l'OM, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, qui n'a pas été mis dans les meilleures dispositions, mais qui retrouve un entraîneur qui le connaît, qui l'avait fait jouer à la Roma, devant des joueurs comme Nainggolan. Il l'avait ramené à la Donc Roma, ouais, William Vainqueur peut avoir un rôle important à un poste où la Sanadjara risque quand même. En tout cas, on suivra ça de près. Justement, donc le Classico, on y vient. Paris reçoit dimanche Marseille au Parc des Princes. Paris qui ont déjà 2 défaites cette saison. Est-ce que justement, c'est pas le contexte parfait et propice pour un exploit marseillais? Ils changent de coach, ils ont strictement rien à perdre. Même s'ils prennent 5-0, on n'en voudra ni à Garcia ni aux joueurs. Est-ce que finalement, c'est pas aujourd'hui, Stéphane Bitton, cette semaine que Marseille peut réaliser Alors d'abord, s'ils prennent 5-0, ce sera une mauvaise entrée en la matière. Ce sera une mauvaise entrée en la matière, mais je vois mal les journalistes lui tomber dessus alors qu'il y a depuis 3 jours. Il aura à peine eu le temps de rencontrer le jardinier. Le but du jeu n'est pas qu'on lui tombe dessus ou pas. Lui, il est là, il est venu pour longtemps, je pense. En tous les cas, c'est son intention. Il est venu pour construire. Donc, évidemment, il ne va pas rendre une copie propre en 3 jours. Ça, c'est une chose. Ensuite, alors après, on prend les équipes, leur valeur absolue, et puis ce qu'est le football. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, comme il est et avec les joueurs qu'il a, est 10 fois, 15 fois supérieur à l'Olympique de Marseille. Après, un match de foot, ça se gagne sur le terrain. Et justement, par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison sur le terrain donc au schéma tactique, Emery est revenu au 4-3-3 cher à Laurent Blanc. Est-ce que déjà ça, c'est pas un pas en arrière qu'il a fait? Est-ce que c'est pas un aveu en fait j'ai pas réussi à imposer ma méthode, je reviens finalement à ce qui se faisait l'année dernière? Mais c'est quoi sa méthode finalement? Parce que on parle de schéma tactique, mais enfin les hommes sont les mêmes. Son recrutement, déjà on peut dire que c'est lui qui l'a choisi, Krikoviak c'est lui. Le recrutement pour l'instant, à part Areola, c'est pas une grande réussite au niveau des titulaires. C'est-à-dire que si on reprend l'équipe qui a joué avant-hier ou les derniers matchs, évidemment, Meunier pour l'instant devancé par Aurier, Ben Arfa, vous connaissez l'histoire, Ressé c'est la même chose, et Krychowiak il est devenu un 3e choix après Mota ou Rabiot ou Mota. Donc à part Areola qui lui a définitivement mis dans le gazon la mi-trappe, ça doit d'ailleurs bien faire rigoler. Et apparemment il cherche, ça doit bien faire rigoler, et il cherche déjà du côté de l'Allemagne, il y a déjà eu des rumeurs, Trapp d'après des sources proches du dossier cherchent déjà à partir en Allemagne et à retrouver un peu de temps de jeu. Oui, mais il a un contrat, et un contrat ça se respecte, ou en tous les cas au Paris Saint-Germain on s'en va pas comme ça, ou quand on veut se débarrasser d'un joueur comme on l'a fait avec David Luiz, oui on le laisse partir, mais sinon je pense que Kevin Trapp de toute façon est là au moins jusqu'à la fin de la saison actuelle. Mais il se posera avec Kevin Trapp le même souci potentiellement que ce qu'a failli vivre Ter Stegen au Barça, c'est-à-dire un gardien en pleine force de l'âge, qui a en plus déjà un passé pour lui, parce que le passé de Trapp, mine de rien, ça pèse. Il était dans les buts du PSG, et donc effectivement, comme tu le disais Benjamin, Trapp, et comme vous le disiez, Trapp c'est pour la fin de saison, mais à long terme, Trapp ne s'inscrira pas dans le PSG. Oui, c'est comme Sirigu qui à un moment a demandé à partir parce qu'il estimait qu'il valait mieux qu'une place de numéro 2 derrière Trapp. Et alors de numéro 3 derrière Trapp et Areola, là ça faisait beaucoup. Alors pour revenir au Classico, le Classico, oui, ça va être un match évidemment. Alors il y a une chose qui est à peu près certaine, c'est que les supporters du Paris Saint-Germain attendent énormément de ce match, évidemment. Il se joue au Parc des Princes, et que les joueurs du Paris Saint-Germain, s'il y a un match qu'ils doivent réussir dans la saison, à part le quart de finale de la Ligue des Champions, c'est le match au Parc des Princes contre l'OM. Alors, cette équipe, s'ils se mettent à jouer tous ensemble avec l'envie de gagner,
je pense que rien ne les arrêtera dimanche soir. Si il y a des flottements, si tout le monde n'est pas au même niveau de motivation, alors Marseille peut tenter un coup et jouer sa carte. Oui, Mika. C'est exactement ce que je pensais, c'était l'envie de gagner et la motivation, parce que je pars du principe, mine de rien, que cette année, Emery a grosso modo les mêmes problèmes que Laurent Blanc, à savoir la motivation des joueurs. J'ai vu encore la semaine dernière le match contre Nancy, une équipe qui doit remporter le championnat avec au moins 20 points d'avance et qui doit aller au moins en demi-finale de Ligue des Champions, ne peut pas se permettre de se reposer sur ses acquis, comme on a vu contre Bâle, parce que c'était quand même assez compliqué. Surtout avec les 3 montants touchés par balle, voilà. on a concédé 3 beaucoup poteaux. d'occasions. Enfin, Paris a concédé beaucoup d'occasions. Si ce week-end, les frappes, au lieu de taper les poteaux, elles rentrent dans le but d'Areola, ce sera pas la même tambouille Ouais, pour le Gomis, en PRS. fait. La même tambouille. Et derrière, il va falloir 1928. se donner. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. À combien de classicos vous avez assisté, Stéphane Bitton? Ouf. Alors écoutez, je crois que de mémoire, j'en ai manqué un seul depuis 1972. Donc pour beaucoup. Et en gros, c'est lequel qui vous a le plus marqué? ah bah il y en a plein. Il y en a un comme ça qui me vient tout de suite. C'est celui où Marco Simone avait montré ses bras musclés aux supporters de l'OM en les narguant. Il y en a quelques-uns avec Ronaldinho qui ont été très marquants. Il y en avait un aussi d'un autre temps dans les années 90 où là vraiment il y avait une rivalité terrible, où Eric Dimeco avait tenté quasiment un assassinat sur Patrick Colter, à faire lever tout le Parc des Princes. Alors, l'histoire est riche de ces matchs. Le rachat de l'OM, vous parliez d'une rivalité terrible dans les années 80. Le rachat de l'OM peut relancer d'une autre manière cette rivalité, parce que là, depuis quelques années, on va pas se mentir, la rivalité, elle est plus... En fait, Paris n'a pas de rival en France. Exactement. Si on réfléchit bien, Monaco, c'est de temps en temps, et à chaque fois qu'on croit que ça devient un vrai rival, ils prennent 3 ou 4 buts, que ce soit à Nice ou ailleurs. Lyon, ça pourrait être, c'est finalement, à mon avis, en qualité, le deuxième effectif, le club qui est structuré, qui a un stade, qui a tout ce qu'il faut pour rivaliser avec Paris, mais qui aujourd'hui n'y arrive pas pour des problèmes internes, pour des problèmes de messages qui passent pas de l'entraîneur ou de personnalité effacée. Donc finalement, oui, Paris a besoin d'un Marseille très fort, évidemment. Paris et puis tout le foot français. Et puis tout le foot français, ouais. Bon, on suivra ça dès le Classico de dimanche. Mais avant de clore le débat du Classico, c'est tout de suite, messieurs, l'heure du quiz. Alors aujourd'hui, c'est un quiz spécial PSG OM. Vous allez devoir trouver, messieurs, des joueurs ayant marqué au moins 3 buts lors des Classicos. Donc vous, Stéphane Bitton, vous partez avec un peu d'avance, avec plus de 40 Classicos à votre actif. Mais on va faire des équipes, pour que ce soit plus... Moi, plus, je me mets avec plus dans le Stéphane jeu. Bitton. Je me mets avec Stéphane Ah non, t'as pas le droit de choisir. Je choisis Mickaël Barlerin avec Stéphane Bitton et Nico et Lucas ensemble. Vous êtes prêts, messieurs? Prêt. Allez, c'est parti. Je suis un international français ayant débuté ma carrière professionnelle au Havre. Je marque un doublé. Awaro. Qui l'a dit en premier? C'est... Mickaël. 1-0 pour l'équipe Stéphane Bitton, Mickaël. J'ai mis un terme à ma carrière en 2012 après 2 dernières saisons à l'AS Saint-Etienne. J'ai effectué toute ma carrière en Ligue 1 en passant dans pas moins de 7 clubs différents, parmi lesquels Toulouse, Bordeaux, Rennes, Bastia. Je rejoins l'Olympique de Marseille en 2004, avec qui j'échoue notamment en finale de la Coupe de l'UEFA dès ma première saison. Paris, mes 3 buts inscrits face au PSG. Mes 3 buts inscrits face au PSG. Celui qui a permis à l'OM de revenir à 1 partout au Parc des Princes après le sublime... Laurent Batles. Bien joué. C'est moi. 1 partout. Lucas. Je suis un défenseur qui évolue à l'Olympique de Marseille entre 2001 et 2004. Je rejoins le club de Hambourg l'année qui suit, après un passage éclair dans le championnat d'Angleterre à Manchester City. Mes 2 belles années sous les couleurs du club allemand me permettent de rejoindre le plus grand club de Bundesliga, le Bayern Munich, dans lequel j'ai voulu... Van Buten. Daniel Van Buten, 2-1 pour l'équipe des Ch'tis. On va les appeler des Ch'tis. Rappelons que pour nous, Paris est une ville du Sud. Paris est une ville du Sud, Paris, c'est ça. un désavantage. Tu vas pas te faire que des amis, toi. 2-1 pour les Ch'tis. Je suis un joueur de 29 ans. Après des débuts remarqués en Amérique du Sud, au Danubio Football Club, je rejoins l'Europe et la Serie A, plus précisément à Palerme. Je peine à me faire une place dans l'effectif sicilien, notamment en concurrence avec Fabrizio Miccoli et Amaori. Après le départ de ce dernier, je suis associé au sein de l'attaque de Palerme à un certain Javier Pastore. J'ai marqué mercredi dernier le but de la face à balle sur penalty. Cavani. Stéphane Bitton. Ah, C'était plus facile, vous ne l'avez pas trouvé. Notre vitesse de réaction. Terrible. 2-2, messieurs. Il reste encore potentiellement 3 joueurs à trouver. Je suis un attaquant de 30 ans formé au FC Lorient. Après un bref passage à Pau, c'est à Toulouse que je me révèle, en terminant notamment avec 24 buts, meilleur buteur du championnat lors de la saison. Gignac. Gignac.
3-2, première balle de match pour l'équipe Stéphane. Vous êtes où Stéphane Biton à part Cavani On voit pas trop. Hein. Ça va très vite. Écoutez, le problème, c'est que. J'ai le problème de tous les anciens, c'est-à-dire que je me souviens des équipes, des compos d'équipes de 1972, un peu moins des années 2000. Bon, on va voir. Là, il y a des joueurs un peu plus. Il va falloir remonter un peu dans vos mémoires. 3-2, première balle de match pour l'équipe Stéphane Biton, Michael Mais Ballon. on va peut-être gagner quand même. Non. Je suis un joueur formé au Paris Saint-Germain. En 1995, Luis Fernandez m'envoie en prêt pour une année au Stade Lavallois en D2. Une saison et 4 buts sont suffisants pour que j'intègre le 11 des meilleurs joueurs de l'histoire du club. Suite à cela, je rejoins le rival marseillais avant de refaire Maurice. l'ascenseur et de revenir dans le club qui m'a formé. Parmi les 12 différents clubs de ma carrière, j'effectue un bref passage Le Roi au Bétar Jérusalem. Jérôme Jérôme Leroy. Leroy. Ça a Attention, été juste trop vite, mais c'était 3 bon. partout, balle de match. Alors là, duel au sommet. Hein. Il y a du niveau sur le plateau, duel au sommet. Attention. Je démarre ma carrière à 3 en 1999. Je fais partie 2 fois de l'équipe type de la Ligue 1 lors de la saison 2008-2009 et 2009-2010. Cette même saison 2010, je suis également meilleur buteur du championnat. Windoula. Après mon passage à Marseille, je rejoins la Turquie, Fenerbahçe. Je me suis révélé au Racing Club de Strasbourg. Niang. Oussasso. Mamadou Niang. Ah, bien joué. 4-3, victoire pour Stéphane Bien Biton joué. et Mickaël Barlerin. On peut les applaudir, Voilà. messieurs. On n'a pas vu du match, une balle de but et c'est au fond, voilà, Stéphane Biton. Alors, ça fait quoi de remporter ce premier duel de l'année, Mika? Ça fait plaisir. Justement, hein, ça fait Une bonne plaisir. équipe. Ouais, vous avez fait une bonne équipe. Et justement, puisqu'on est avec toi, Mickaël Barlerin, on va parler pas seulement de la Liga, mais aussi de la Liga, puisque ce week-end, il y a un chaud week-end qui nous attend, avec notamment des rencontres difficiles pour le Real et l'Atlético. Oui, la 9e journée de Liga promet d'être riche en émotions. 3 duels directs pour les premières places et un derby galicien entre le Celta Vigo et le Deportivo La Corogne. Samedi, le Barça se déplace sur la pelouse du FC Valence. Après son superbe match contre Manchester City en Ligue des Champions, ce sera le 100e match de Neymar avec le Barça en Liga. Il a déjà marqué 59 buts, seulement 3 joueurs ont fait mieux que lui en si peu de matchs. Dimanche, le FC Séville reçoit l'Atlético Madrid et puisqu'on parle de centaines, ce sera aussi le cas pour Kevin Gamero face à son ancienne équipe, le FC Séville avec qui il a marqué 39 buts en 92 matchs. Pour rappel, les deux équipes se sont imposées en Ligue des Champions cette semaine. La dernière victoire de Séville à domicile contre l'Atleti remonte à la saison 2010-2011. Enfin, le match très attendu entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao. Ce qui est sûr, c'est que les hommes de Zinedine Zidane sont montés en régime depuis la reprise, avec un 5-1 contre le Betis le week-end dernier et un 6-1 contre le Legia Varsovie en Ligue des Champions cette semaine. L'attaque a plus de couleurs, mais les absences de Casemiro et surtout de Modric se font sentir dans les maîtrises du jeu. De plus, on sent clairement que Cristiano Ronaldo est à la peine physiquement. Il est appliqué à faire des passes décisives, mais pas encore assez tranchant dans ses tentatives face au but. Réponse ce week-end. Ce week-end, Stéphane Biton, vous avez suivi donc le début du championnat espagnol. Beaucoup, oui. Qu'est-ce que ça, c'est quoi les tendances qui se dégagent après 3 mois, surtout moi les 3 premiers mois de Zidane. Donc là, il a pu faire son recrutement. Les tendances, c'est quasiment toujours les mêmes tendances, c'est-à-dire qu'il y a 3 équipes extrêmement fortes qui vont une fois encore se battre pour le titre. Je pense que l'Atlético est très costaud, particulièrement, peut-être plus costaud même sur la scène espagnole cette saison que sur la scène européenne. Je pense que le Barça reste le Barça et le Real va être dépendant de la réussite ou pas, de la qualité ou pas de Cristiano Ronaldo quand tout ça va s'élever. De toute façon, là, on est en début de saison, évidemment, et on aura une vraie vision de tout ça. Je ne pense pas avant le mois de février ou le mois de mars, quand le sprint final commence et que finalement on se retrouve avec ces 3 équipes en 1, 2 ou 3 points maximum. C'est-à-dire qu'une victoire un week-end et puis une défaite pour un autre et puis on change de leader. L'année dernière, ça s'est joué jusqu'à la fin de la saison. Ouais, c'est vraiment... Nico, toi justement, tu suis le Barça. Le retour de Messi, il a fait du bien là, cette semaine Le retour de Messi a fait du bien. Maintenant, on sent un peu comme du temps de Tata Martino et notamment Tito Villanova, par moment une espèce de lassitude dans le jeu des Blaugrana. Et il va falloir casser un peu ça. Parce que la victoire contre Manchester City, le 4-0, il est flatteur, vraiment flatteur. Manchester City a fait un bon match. Manchester City a maîtrisé. Le pauvre Guardiola, 2 fois qu'il revient, 2 fois qu'il prend les Manchester fessées, City a maîtrisé le jeu des Barcelonais. Ils n'ont pas maîtrisé Messi, c'est ce que disaient certains de nos mais confrères. 4-0, même qui maîtrise ou qui maîtrise pas, 4-0, ça reste un 4-0. Tu peux Ça pas reste dire un que 4-0, voilà, c'est vrai, mais on a pas un vu accident, quoi. on sait que certaines équipes arrivent à museler Lionel Messi. On pense notamment à certains clubs anglais.
Et donc il faudra se méfier pour le Barça. Et vous parliez de l'Atlético, c'est vrai que l'Atlético est plus dangereux que la saison passée, notamment parce qu'ils ont gardé la même solidité défensive, mais ils ont un nouvel appui offensif, et donc ils ne sont plus Et comme le disait, dépendants de Griezmann. Mika, ça va pas être un match facile à Pizjuan parce qu'ils n'ont pas gagné. Non, c'est plutôt Séville qui n'a pas gagné chez eux depuis 6 matchs, c'est ça? Mais c'est jamais C'est la facile bête à noire Pizjuan. de l'Atlético à Pizjuan. Je pense que l'Atlético a tout à fait intérêt à se méfier de Séville. Ce match-là, ça va être compliqué. Tout comme le Barça à Valence, parce que Valence avait mal débuté. Valence se reprend un petit peu et je pense que là aussi, il faudra un très bon Barça et surtout un bon Messi. Alors, après, on est en train de parler de Lionel Messi, on parle juste du meilleur joueur du monde. Donc, forcément, une équipe qui a le meilleur joueur du monde ne joue pas pareil avec ou sans lui. Donc, la réussite du Barça passera forcément par une très très belle saison de Messi. Sinon, évidemment, les titres échapperont au Barça. Ouais, comme chaque année. Et sinon, dans le reste de l'Europe, Lucas, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les Alors, rendez-vous? on commence avec nos amis anglais. Il faudra attendre dimanche pour avoir une belle affiche en Angleterre. Demain, samedi, Arsenal reçoit Middlesbrough et Liverpool reçoit West Bromwich. Et puis c'est tout pour les grands clubs. Dimanche, donc, je vous disais, 2 beaux matchs au programme. Début des festivités dès 14h30 à l'Etihad Stadium de Manchester City. Pep Guardiola reçoit Claude Puel, le Southampton de Claude Puel. City doit se relever donc après le 4-0 subi à Barcelone, on l'a dit mercredi en Ligue des Champions. Mais attention à cette équipe de Southampton, elle reste sur 3 victoires en 4 matchs. Et puis dans la foulée à 17h, c'est The Affiche pour vous la faire en VO. Chelsea, Manchester United et gare à nos amis Blues. Ils ont du mal face aux gros cette saison, défaite contre Liverpool 2-1, c'était mi-septembre à Anfield. Et pire encore, on se souvient du 3-0 reçu à l'Emirates Stadium d'Arsenal. Manchester de son côté sort d'un très beau match, d'une très belle victoire en Europa League. Hier, victoire 4-1 contre Fenerbahçe. Ouais, c'est pas. Ouais, fini. Vas-y, pardon. Stéphane Vuitton, pensez-vous Mourinho capable d'aller battre Antonio Conte à Stamford Bridge dimanche? Je pense que s'il y a un match qu'il a envie de réussir, c'est bien ce match-là. Parce que, évidemment, on connaît les conditions dans lesquelles il est parti de Chelsea. Donc, retourner à Chelsea et essayer de faire un sale coup à Chelsea, ce serait le scénario idéal pour lui. Alors, après, sur la valeur intrinsèque de ces équipes, je pense que Chelsea à domicile est quand même difficile à prendre et costaud. Moi, je suis pour l'instant plutôt désagréablement surpris par United parce que j'attendais mieux avec les joueurs qui sont arrivés. Tout Ibra qu'il est, c'est un garçon qui a de la qualité et qui est capable de mettre des buts tout le temps. Et puis il y a Pogba et puis il y a Martial. Pogba qui se réveille un peu là, il a mis. Oui, je crois qu'il commence à recevoir le message que tout le monde lui envoie, c'est-à-dire que c'est bien gentil de dire je vais gagner 5 ballons d'or, mais ça se monte sur le terrain. Et pour l'instant, la déception du foot international et bien sûr du foot français, c'est Paul Pogba, celui qui devait être la révélation de l'Euro et qui finalement n'a rien révélé du tout et qui a permis plutôt à Griezmann de confirmer toutes les qualités qu'il avait. Donc on a été déçus par Paul Pogba avec l'équipe de France. On a été déçus par Pogba avec la Juve la saison dernière. Il avait fait une très belle saison l'année d'avant puisqu'il avait amené la Juve quasiment à lui seul en finale de la Ligue des Champions. Là, vraiment, cette année, c'est le moment ou jamais pour passer à la vitesse supérieure. On oubliera même au passage le prix de son transfert, qui est forcément une grosse pression. Maintenant, il doit montrer qu'il est un des 4 ou 5 meilleurs joueurs du monde. Et pour l'instant, on est en attente. Bon, on suivra ça, messieurs. Le Before Foot touche bientôt à son terme. Mais juste avant, c'est une nouvelle rubrique, c'est le défi de l'invité. Stéphane Bitton, venez me rejoindre. J'ai un défi vraiment particulier pour vous. Non, je veux savoir déjà. Venez. Quand c'est la dernière fois que vous avez touché un ballon? Ouf, alors écoutez, ça fait déjà un certain temps. Ça fait un certain temps? Oui, j'y ai joué beaucoup, forcément quand j'étais jeune. J'ai disputé la finale de la Coupe de Paris, ça devait être en 1975, donc imaginez. J'ai joué encore pas mal avec les potes, puis après avec les enfants. Et puis un jour, les enfants vont plus vite et on s'arrête définitivement. Donc là, ça fait pas mal de temps. Alors je vais vous proposer de tourner la roue qu'il y a derrière vous. Et en fonction de la couleur, on va demander en studio à quoi ça correspond et il y aura un défi qui vous sera proposé. Allez-y. Couleur violet, qu'est-ce que c'est Nico? Ce sera le plus de jongles en 30 secondes. Et il sera opposé à Michael. Allez Michael, rejoins-nous en studio, c'est parti. Attends, je vais mettre le chrono. Je vais mettre le chrono pour ça. Alors tu vas commencer. Le défi, il est déjà relevé d'avance. Ah non, on va voir. Là avec la pression, dès que je te donne le top chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Okay. Deuxième essai.
3, 4, 5, 6, 7. Allez, il te reste encore 20 secondes. Pour l'instant, t'es à 7. « 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, en toute tranquillité, 21, 22, 23, 24, 25, 25, allez on va rester là, 25, à vous Stéphane Biton, 25 à battre, on va essayer voir ce que ça donne, 3, 2, 1, c'est parti. Le téléphone, j'ai les chaussures. Franchement, j'hésite parce que j'ai les chaussures toutes neuves. On va voir ce que ça donne. Et donc... Elle est neuve la balle aussi. je pense Deuxième que je vais essai. rigoler, mais au moins je me prête au jeu et c'est déjà pas mal. 1, 2, J'irai jamais plus loin. 2 à battre. Pourquoi pas, attendez. Faut être plus souple sur les appuis. Plus souple. Ouais, non, j'arrive pas du tout. Mais il y a combien d'essais Encore un essai. Encore un essai. Bon, on va rester là. Jingle de fin, merci Stéphane Biton d'avoir été avec nous. On rappelle qu'on peut vous retrouver sur France Info. Vous intervenez tous les vendredis soirs avec la Ligue 1. Et également, on peut retrouver votre livre en kiosque, Les secrets du mercato, avec Antoine Grimbaud. Merci à vous. On espère que vous a plu. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Si vous voulez parler foot, c'est le Before Foot. Merci à tous. Ciao, ciao. Oh, super.